2 heures plus tard, dans le hall de la Banque centrale, Giga a remis son costume de conseiller. Avant l'arrivée de George Bush, le président géorgien s'apprête à rencontrer les correspondants de la Maison-Blanche. Pour nous, cette visite de Bush, c'est comme revenir sur la carte du monde après 200 ans de colonisation par l'Empire russe et soviétique. Celui qui invite ce soir, c'est lui, Bruce Jackson. Ancien officier de l'armée américaine, il est passé par les renseignements militaires et Lockheed, une multinationale de l'armement. Aujourd'hui, il dirige une fondation appelée sobrement Projet sur les démocraties en transition. En fait, on le retrouve partout où naissent les révolutions de velours. L'homme est discret, pourtant il accepte de nous faire partager sa vision du monde. C'est simple, ce qu'on voit en Russie, ça ne nous plaît pas. Il n'y a pas assez de démocratie et le pouvoir oppresse le peuple. C'est décevant. Ce qu'on voit ici, par contre, ou en Ukraine, eh bien ça nous plaît. Ça correspond à ce que l'on attend d'eux, ce qu'on attend d'une démocratie. Le choix est simple. D'un côté, c'est décevant, de l'autre, c'est excitant. Officiellement, Bruce Jackson n'est pas en tête sur la liste du protocole. Pourtant, quand le président géorgien arrive, c'est lui qu'il salue en premier. Monsieur le Président, laissez-moi vous présenter Brian, de CBS. Mikhail Saakashvili, 36 ans, est le plus jeune président du monde. Avocat, il a été formé à Harvard. Il doit beaucoup aux États-Unis, et il le sait. Après tant d'années d'oppression et de corruption, la Géorgie est aujourd'hui un exemple vivant que la démocratie peut marcher dans cette région du monde. On croit dans les mêmes valeurs que les Américains et on se souvient de ce que les États-Unis ont fait pour nous ces dernières années. On est très heureux de vous accueillir ici. Et depuis qu'il peut compter sur le soutien sans faille des États-Unis, le jeune président géorgien n'hésite pas à s'en prendre directement à l'ex-grand frère soviétique. C'est clair qu'il faut que les bases russes quittent la Géorgie. On veut le faire de manière civilisée, on ne veut pas les pousser dehors. Mais regardez donc les Syriens, ils ont bien quitté le Liban en 3 semaines alors qu'ils avaient 4 fois plus d'hommes que les Russes ici. Tout le monde doit comprendre aujourd'hui qu'il n'y aura plus jamais d'empire soviétique. À quelques pas du président géorgien, Bruce Jackson est très attentif. Dernier coup de fil avant le début des négociations. Dans quelques minutes, des pourparlers commencent entre le président géorgien et l'opposition. À 30 ans, ce jeune Français est un des conseillers officieux du président géorgien. Depuis plus d'1 mois, l'opposition bloque le centre-ville de la capitale géorgienne et réclame la démission de Mikhail Saakashvili. C'est la première fois que des négociations s'ouvrent pour tenter de débloquer la crise. Il a participé à la préparation des entretiens qui s'ouvrent avec l'opposition. Mikhail Saakashvili va maintenant tenter d'associer l'opposition à une réforme de la Constitution et du Code électoral. Il espère qu'en échange, l'opposition acceptera de lever les barrages qui bloquent Tbilissi. Il y a cette crise de l'opposition, il y a cette crise du radicalisme, en effet la mort des politiques des rues, et en effet il cherche la sortie à ce moment-là. C'est pas, je ne sais pas qu'ils pensent des choses comme ça. Pour qu'ils sortent, il faut qu'ils aient une porte de sortie. Et c'est pour ça que ces propositions, c'est bien. C'est que ça peut leur permettre de faire du face saving et de montrer qu'ils peuvent obtenir des choses. À mon avis, c'est un jour important. Après, je ne sais pas, eux, quelle sera leur stratégie. Ça, c'est... Tu vas voir. Ils vont peut-être claquer la porte, mais c'est vraiment rien de dramatique ou tragique, même s'il y a un échec aujourd'hui. C'est possible. Peu d'espoir d'arriver à résoudre la crise en quelques heures. À leur arrivée, les responsables de l'opposition n'ont pas l'air plus optimistes et l'atmosphère est tendue. Les entretiens durent 2 heures et des éclats de voix parviennent aux conseillers qui patientent derrière la porte. Les négociations n'ont pas abouti, Mikhail Saakashvili et l'opposition n'ont pas trouvé de terrain d'accord, mais le président se réjouit quand même d'avoir renoué le dialogue. Cette rencontre a eu le mérite d'avoir lieu. Qu'importe le contenu, je considère que c'est un jour de victoire pour la démocratie géorgienne. Raphaël Glucksmann parle d'un début prometteur vers une sortie de crise. Comme le président, il pense qu'il faut maintenir une politique de la porte ouverte aux opposants modérés, à ceux qui réalisent que Mikhail Saakashvili n'a pas l'intention de démissionner.
faut faire attention quand on fait de la géopolitique. Moi, j'ai passé un an à Kiev avec les manifestants et ensuite, et pas un ne parlait de l'OTAN. Leur problème, c'était leur liberté à eux. C'était pas le progrès de l'OTAN. Peut-être les dirigeants, mais dans la foule qui était sur place, ils ne parlaient pas de l'OTAN. Et d'ailleurs, dans les dirigeants sur Maïdan, ils ne parlaient pas non plus de l'OTAN. Et donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ces peuples-là ont une volonté. On ne peut pas dire c'est l'OTAN d'un côté et la Russie de l'autre qui sont les acteurs. Il y a des vrais acteurs nationaux, populaires, ukrainiens, géorgiens, biélorusses. C'est une réécriture un peu gentille de l'histoire. Il y a beaucoup de vrai. En réalité, ce que l'on voit depuis un an à l'œuvre à Kiev, ce sont tous ces voyages de congressistes américains, de lobbies, de fondations américaines qui sont là pour américaniser l'Ukraine, c'est-à-dire l'otaniser. Ça a été dit, il y a des discours. Les Américains ont dépensé 5 milliards de dollars pour aider à la démocratie. J'ai parlé à l'administration américaine pendant un an. Il ne faut pas être naïf. Vous pouvez confirmer que cette administration, ils n'ont pas spécialement envie d'élargir l'OTAN à l'Ukraine. Dans tous les discours que font les délégations américaines à Kiev, ils disent l'Ukraine a vocation à être dans le camp atlantique. Ils le disent. Et j'ai été frappé de la phrase prononcée par Hubert Védrine, rappelant ce que disait Brzezinski. Le pont, l'Ukraine doit rester un pont. Poutine l'a dit dans un discours. Que veulent les Ukrainiens ? À plusieurs reprises, l'Ukraine doit rester une passerelle entre l'Europe et la Russie et ne pas devenir un porte-avions américain dirigé contre l'Ukraine. Je veux revenir sur un point qui est extrêmement important parce que c'est effectivement à partir, à mon avis, des événements d'Ukraine qu'on est entré dans une logique de confrontation avec la Russie de Vladimir Poutine. M. Glucksmann a parlé de révolution démocratique. Révolution démocratique, d'abord, c'est un oxymoron, c'est une contradiction dans les termes. Ensuite... Pas quand on vit en tyrannie. Ensuite, oui, justement, cette affaire ne date pas ni du 21 novembre 2013, lorsque ces manifestations ont commencé suite au refus de M. Yanukovych de signer l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, ni le 22 février, lorsqu'il a été renversé en place de Maïdan. Ça a commencé en tout cas en 2004, vous y étiez sans doute, avec la révolution orange de la place Maïdan, la première fois où M. Yanukovych, chef du parti des régions, a été nommé Premier ministre. La rue, une manifestation organisée, l'a contraint à concéder un troisième tour d'élection où il a perdu au profit de M. Yushchenko. Depuis, la coalition Yushchenko, donc Yushchenko, Timoshenko, enfin de partis qui sont pro-européens, a continué de gouverner ce pays, alors qu'il y a eu toute une série d'élections législatives, anticipées ou non, qui ont été organisées de 2004 à aujourd'hui. 2006, victoire de Yanukovych. 2007, victoire de Yanukovych. 2010, victoire de Yanukovych à 30-35%. 2012, victoire de Yanukovych. Si l'Ukraine avait eu le même système majoritaire que la France, Yanukovych gouvernait avec 60% du Parlement. En 2002, l'UMP gouvernait avec 60% de l'Assemblée nationale en France, avec 33% des votes. Ouais. Et ce n'était pas le cas. Donc Yanukovych a passé son temps, pendant 10 ans, à gagner les élections et à ne pas gouverner parce que le gouvernement était entre les mains de gens qui étaient des pro-occidentalistes, qui chaque parti pris isolément n'avait absolument aucun soutien populaire, qui faisaient des alliances de circonstances, qui ont continué de gouverner et qui ont fini par renverser violemment ce gouvernement. Et donc, laissez-moi finir, nous discutons aujourd'hui, je ne sais pas faux, ce sont des chiffres que je vous donne. Non, c'est faux. Mais vous pouvez dire ce que vous... Excusez-moi, on ne va pas refaire. Non, on ne va pas le refaire. Mais est-ce que je peux poser une question à M. Glucksmann qui n'arrête pas de dire que c'est faux? C'est faux. Est-il vrai que votre épouse est vice-ministre dans le gouvernement actuel? C'est vrai? Vice-ministre dans le gouvernement donc de Kiev, du gouvernement putschiste. Il est normal. Mais de quoi vous me parlez? Le gouvernement qui a renversé le gouvernement élu de Kiev. Vous avez le ruban des envahisseurs du Donbass. Il vaut mieux porter le ruban des envahisseurs du Donbass que la croix gammée, comme certains des amis. Bien sûr, moi je porte la croix gammée. J'ai parlé de certains des amis. On ne va pas refaire la révolution ukrainienne dont votre femme fait partie. Bien sûr. Et oui. Et c'est pour ça que vous savez qu'en Ukraine, l'extrême droite fait 2% aux élections quand elle fait 25 en France, et que les dirigeants qui ont gagné en pleine guerre les élections sont des dirigeants démocrates. C'est bien sûr. Est-ce
est-ce qu'il est vrai? Et en plus, vos chiffres sur les élections en Ukraine, je sais que tout le monde s'en fout, mais vos chiffres sont faux. C'est-à-dire que c'est faux. Yanukovych n'a pas gagné les élections de 2006 et 2007. Donc nous savons que votre épouse fait partie du gouvernement de Kiev. Oui, on est bien d'accord. Mon épouse qui est géorgienne, qui a participé aux révolutions. Non, il paraît que maintenant elle a la nationalité. Ouais, elle a pris tous mes amis sur Maïdan. Parce qu'effectivement, je vais vous dire quelque chose, je vais valider ce que vous avez voulu suggérer avec votre référence à ma femme. Moi, je suis effectivement de parti pris dans cette question. J'ai été là-bas pour aider ces gens à faire leur révolution démocratique, puisque oui, quand on vit en tyrannie, on a le droit de se soulever, et ces révolutions sont créées par personne, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou en Ukraine. Elles n'ont pas été créées par l'OTAN ou l'Union européenne, elles ont été créées par des jeunes gens qui étaient sur Facebook et Twitter et qui se sont mobilisés. Ça peut vous faire marrer. Bien sûr, mais ça vous fait marrer, c'est ça. Mais les Américains ont mis des milliards dans votre les Américains n'ont pas mis des milliards dans... Mais bien sûr. Bon, ok, moi j'ai été sur place. Je suis désolé. Elles font quoi? Elles font de la philanthropie, bien sûr. Pensez ce que vous voulez. Mais il y a des gens qui veulent vivre en liberté. Mais soyons sérieux. Vous parlez de la tyrannie en Ukraine. La tyrannie... Voilà, qui a été tout à l'heure confirmé. Enfin, l'existence d'un pays qui a connu non seulement les élections libres dans lesquelles alternativement gagnaient les pro-russes, les anti-russes ou les pro-européens. Donc il s'agissait d'un pays qui, à mon avis, était... aussi le ruban, là. Attendez, parce que si vous parlez tous ensemble, terminez Andrei Grachev. Si vous voulez que je vous écoute, autant que vous m'écoutiez aussi. Quand même. Pour confirmer Andrei Grachev, quand j'étais ministre de 1997 à 2002, effectivement, je peux témoigner que l'ensemble des Occidentaux, en gros, traitaient la Russie comme quantité négligeable. Et que ça m'a toujours, moi, paru dangereux. Et on n'a jamais traité la Russie, qui posait 36 problèmes, mais comme étant un pays qu'il faut transformer petit à petit en partenaire pour gérer l'Europe, etc. Non, c'était vae victis. C'est ça qui dominait, sur le plan financier comme sur le plan... Pas tout le monde, mais enfin, c'était la dominante. Non, mais j'ai un problème avec cette vision, c'est-à-dire qu'on est complètement ethnocentrique. On pense que c'est l'Occident qui dicte les réactions de Poutine et que c'est l'Occident qui progresse à travers des révolutions démocratiques. Les acteurs ont des logiques propres. Et la réaction de Poutine aux révolutions arabes et à la Syrie, son soutien jusqu'au boutiste au régime d'Assad, c'est parce que, fondamentalement, lui, c'est des logiques internes qui le préoccupent encore plus que la présence de l'OTAN. L'OTAN est une carte qu'il utilise pour consolider son pouvoir à l'intérieur, la menace de l'OTAN et les maladresses des Occidentaux dont vous parlez. Mais lui, ce qui lui fait peur, c'est cette logique-là de mobilisation populaire qui n'est instrumentalisé par personne. Les administrations américaines successives étaient hostiles au processus révolutionnaire. Ils n'étaient pas hostiles aux manifestants, mais ils étaient hostiles au fait que ça se transforme en révolution, que ce soit en Géorgie, que ce soit en Égypte, que ce soit en Ukraine. Et fondamentalement, cessons de voir toujours les choses à travers ce que nous, on fait. C'est-à-dire que les gens pensent et agissent. Et lisons, écoutons Vladimir Poutine. Il a une vision du monde. Il voit l'Occident comme un ensemble dégénéré, il l'a expliqué 14 fois dans des discours très profonds. Sa pensée est influencée par des philosophes qui sont d'extrême droite. Il reprend des vocabulaires sur les gays, les décadents et les dégénérés de l'Occident. Et il a peur... Ça, c'est beaucoup l'Église orthodoxe aussi. Non, mais c'est pas que Poutine, oui. C'est une vision très réductrice que vous avez. Attendez, Poutine, dès le départ, dès l'an 2000, a dit ce qu'il voulait pour son pays. En s'appuyant sur l'Église orthodoxe, restaurer la sécurité, la paix civile, les valeurs et tout ce qui va avec. Et il est en train d'appliquer ce programme. C'est pas parce qu'il considère que l'Occident est dégénéré. Il le dit lui-même. Non, c'est pas exactement ça. Si, quand on lit attentivement... Le discours du club Vaidai 2013, c'est exactement son discours. Il condamne le matérialisme athée américain qui construit des McDo pendant que lui construit des églises. Non, il parle des c'est exactement ça. Mais... Ce qu'il dit, et c'est pour ça que il est si populaire en Russie, que les Russes le soutiennent depuis l'an 2000. C'est pas étonnant que vous le souteniez à l'heure actuelle, mais il parle de mariage laissez-moi terminer. C'est pour ça qu'il est aussi impopulaire ici. Et c'est pour ça qu'il est aussi impopulaire, exactement. C'est qu'il propose un programme à son peuple, et ce peuple, que vous le vouliez ou non, accepte et valide et plébiscite ce programme. C'est la restauration
de la patrie russe, c'est la défense du patriotisme russe, l'exaltation des racines chrétiennes de ce pays. Oui, de nouveau, moi je n'aime pas beaucoup cette personnalisation de tout ce contexte. Au fond, il ressort de ce débat deux choses. Là, d'une part, le fait que si on éliminait Poutine, tout rentrerait dans l'ordre. Poutine en tant que personne, et non pas, par exemple, tout le système de pouvoir, le système de défense, le système politique, le système du renseignement, le système de l'économie russe, qui fonctionne en accord avec Poutine, dont Poutine est le garant, le représentant, comme M. Obama l'est du système américain. Cette personnalisation revient dans la tête des gens, puisqu'il n'existe que ça. On ne parle jamais de l'État russe, du gouvernement russe. On ne parle que de Vladimir Poutine. Ça revient toujours à instiller dans la tête des gens, à infuser dans la tête des gens, l'idée que la Russie est une sorte de république bananière tenue par un seul homme. La Russie est un grand État. Sans la Russie, je vous le rappelle, vous ne pouvez plus envoyer des gens dans l'espace, vous ne pouvez plus ravitailler la station spatiale. C'est quand même pas les Caraïbes. Je pense qu'il y a un problème, c'est qu'on a parlé de l'évolution idéologique de Vladimir Poutine, qui tendait de plus en plus vers un pouvoir idéologique. Et il faut comprendre ce que c'est que cette idéologie, et surtout il faut analyser en quoi cette idéologie, elle a des ramifications chez nous. C'est plus un sujet uniquement de politique étrangère, on peut le regretter, on peut l'accepter, on peut trouver ça formidable, mais en tout cas, c'est plus un sujet de politique extérieure, puisque aujourd'hui, des gens qui partagent la vision du monde exposée dans les textes et les discours de Vladimir Poutine sont aussi très forts en Europe, et que Vladimir Poutine, à travers ses banques ou les banques qui sont affiliées à son régime, finance non seulement le Front National, mais aussi les mouvements d'extrême droite en Autriche, les mouvements d'extrême droite en Allemagne, et que du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a un débat idéologique, un conflit idéologique, une bataille culturelle qui dépasse largement les frontières de l'Ukraine et qui a lieu chez nous. Maintenant, ce que je vois, c'est que ce soir, on n'est absolument pas du tout dans ce débat-là. On discute des intérêts ou de l'humiliation de la personnalité de Vladimir Poutine, mais c'est en fait un débat qui a déjà débordé. C'est plus un débat de géopolitique, c'est un débat politique qui a lieu chez nous. Et il y a des gens en France, et vous serez peut-être d'accord, qui épousent la vision du monde de Vladimir Poutine, qui épousent l'idée d'un homme fort, qui épousent l'idée que l'État peut résoudre tout, qui épousent l'idée, enfin, que la violence, parce que le climat de violence, il existe en Russie, il existe dans tous les pays qui voisinent la Russie à cause du vieux régime de Vladimir Poutine, que ce climat de violence est acceptable. Hubert Védrine ? Bon, je pense que les phénomènes dont vous parlez existent, mais qui sont marginaux, et que la capacité de la Russie à avoir une influence sur l'Europe occidentale est quasiment nulle. Il y a cet espace, j'en suis convaincu, pour une gauche qui soit résolument démocratique, résolument sociale, résolument écologique et résolument pro-européenne. Oui. Et cet espace que nous allons faire exister tous ensemble, chacun selon nos prérogatives, nos orientations, nos désirs. Au renouvellement proposé par Macron, qui à mon avis n'en est pas un, eh bien il faudra opposer une invention permanente, l'invention des nouveaux droits sociaux du XXIe siècle, l'invention de cette transition écologique qui reste notre horizon absolu et qui n'en est qu'à ses débuts, l'invention d'une démocratie réellement européenne, d'une Europe réellement démocratique, l'invention, la réinvention de ce vieux rêve de Hugo d'une fédération européenne démocratique. Un point fondamental, pour ne pas vous faire enfumer, c'est revenez au texte. Quand vous avez affaire à un parti politique, allez regarder le programme du parti politique. Ne vous contentez pas de slogans. Et bien de la même façon, je vous dis, allez voir ce fameux discours dont nos premiers ministres successifs, nos dirigeants nous disent il faut absolument s'inspirer de ce grand idéal de fraternité. Qu'a dit exactement Victor Hugo au Congrès de la paix du 21 août 1849 ? Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toute nation du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre,
se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur avec un grand C, donc sous le regard de Dieu, et combinant ensemble pour en tirer le bien-être de tous ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la puissance de Dieu. Et Victor Hugo continue en disant « Supposez que les peuples d'Europe, au lieu de se défier les uns des autres, de se jalouser, de se haïr, se fussent aimés, supposez qu'ils se fussent dit qu'avant même d'être français ou anglais ou allemand ou on est homme et que si les nations sont des patries, l'humanité est une famille, savez-vous ce qui serait arrivé? La face du monde serait changée. Les isthmes seraient coupés, les fleuves creusés, les montagnes percées, les chemins de fer couvriraient les deux continents, la marine marchande aurait centuplé et il n'y aurait nulle part ni lande, ni jachère, ni marais. On bâtirait des villes là où il n'y a encore que des solitudes. On creuserait des ports là où il n'y a encore que des écueils. L'Asie serait rendue à la civilisation. L'Afrique serait rendue à l'homme. Ça veut donc dire qu'en Asie, il n'y a pas de civilisation. Ce sont des barbares. Et quant à l'Afrique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hommes dedans. Ce sont des singes. La richesse jaillirait de toutes parts, de toutes les veines du globe, sous le travail des hommes, et la misère s'évanouirait. Et savez-vous ce qui s'évanouirait avec la misère, dit Victor Hugo? Les révolutions. Oui, la face du monde serait changée. Au lieu de se déchirer entre soi, on se répandrait pacifiquement sur l'univers. Au lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies. Au lieu d'apporter la barbarie à la civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie. C'est le discours de George W. Bush. En fait, donc, qui dans ce nouveau magazine littéraire qui sort la semaine prochaine, appelle les hommes à s'associer au mouvement mondial MeToo en disant « We too, nous aussi ». Pourquoi vous lancez ce mouvement, Raphaël Glucksmann? Parce que j'ai trouvé extrêmement important que les hommes se taisent et écoutent, parce que c'est pas si fréquent que ça, la parole des femmes. Que pour une fois, la parole des femmes, la parole féminine, dominait et structurait l'espace public. Mais ensuite, il y a eu débat. Et on a invoqué, notamment dans une tribune dans le Monde, on a invoqué la liberté d'opportuner des hommes comme prétexte pour condamner ce mouvement. Et donc, à ce moment-là, il me semble extrêmement important que les hommes disent ce qu'ils pensent de cette liberté d'importuner, ce qu'ils pensent des structures et ce qu'ils pensent du fait qu'il y a la moitié des femmes françaises qui disent avoir été victimes de harcèlement dans leur vie. Et donc là, je pense qu'il est temps qu'on dise ce n'est pas un combat des femmes contre les hommes, c'est un combat commun, qui peut être commun contre les inégalités, pour l'égalité et contre les injustices faites aux femmes. Et dans le manifeste, vous demandez aux hommes, je vous cite, de se taire quelques instants, sans hurler à la castration, ni prendre des pauses de martyr. Moi, je veux dire, tous ces mots qui disent « Oh là là, c'est terrible, on n'ose plus être un homme, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. » Mais enfin, 2 secondes. Je veux dire, depuis Télémaque, qui dit dans l'Odyssée à sa mère Pénélope, en gros, casse-toi et va tisser ta toile, parce que ici, c'est la parole des hommes. Bien sûr, mais la parole masculine a dominé le débat. Les femmes ont été réduites au silence dans beaucoup d'endroits, quand même, pendant très longtemps, y compris chez nous. Et donc, ce n'est pas un problème aujourd'hui que, on fasse preuve de silence, qu'on réfléchisse, qu'on lise les textes, qu'on lise les témoignages. Moi, au départ, quand j'ai lu « Balance ton porc », ça m'a rebuté. Et ensuite, j'ai fait l'effort de lire ce qu'il y avait écrit sur Facebook, de lire tous ces posts, de lire tous ces témoignages, et j'ai compris qu'il s'agissait de quelque chose d'extrêmement profond. Et donc, je pense que c'est un mouvement qu'on doit penser ensemble, débattre. Alors, très bien, si on n'est pas d'accord. On va laisser vos fans vous applaudir, on va laisser Alain Soral là où il est, on va parler de De Gaulle si vous le voulez bien, parce que vous le citez beaucoup, De Gaulle. De Gaulle, il était sorti du commandement militaire de l'OTAN, vous voulez sortir totalement de l'OTAN. Il y a quelque chose chez vous de l'anti-américanisme primaire. Pourquoi cette détestation des Américains? Pourquoi l'anti-américanisme, à mon sens, n'est efficace que quand il n'est pas primaire? Chez vous, il y a quelque chose de primaire. Mais c'est quoi un anti-américanisme secondaire? Vous pouvez m'expliquer? C'est-à-dire de trouver des défauts à la politique américaine actuelle, celle d'Obama, celle de George Bush, ne pas être totalement transi devant la politique américaine, mais vous, chez vous, tout ce qui vient des États-Unis est forcément condamnable. L'OTAN... Totalement... Michel, c'est le moment de chanter si Hillary Clinton n'était pas là. Oui. Je vous rappelle...
Je vous rappelle, puisque vous citiez l'article 4 et l'article 5 de la Constitution française, moi je vais vous citer l'article 5 de l'OTAN, de la charte de l'OTAN. Toute agression contre un État membre est considérée par tous les autres comme une agression contre eux. Ça sert à ça, l'OTAN. C'est peut-être pas la meilleure des organisations, mais c'est un paratonnerre. Si on sortait de l'OTAN et si on était agressé soit en métropole, la France, soit, je sais pas moi, si le Canada venait à attaquer Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Polynésie française par l'Australie, eh bien tous les États de l'OTAN se sentiraient agressés et nous défendraient. Sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne, c'est très bien, ça fait Astérix, c'est sympathique, mais ça va nous fragiliser. Non mais ça, vous êtes... Une bonne question. Oui, mais je sais quoi, c'est l'ambassadeur de l'OTAN en France qui me parle. Moi, je suis l'ambassadeur de l'OTAN en France. C'est une caricature.